Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Briser le silence. Je suis en compagnie de Marie aujourd'hui et nous avons reçu Sophie Gascon qui est sexologue qui est venue nous parler de sexualité. Donc, on a abordé toutes sortes de petits points. Par exemple... on peut parler en fait des conséquences ou des impacts que la violence sexuelle a eu sur notre relation, en fait, sur notre sexualité à nous, mais aussi avec notre partenaire, par exemple. On va parler aussi de comment recevoir des fois l'information dans notre couple, en fait, comment on gère ça dans l'intimité. Puis, on a parlé de vraiment beaucoup de choses. On repart avec des outils aussi. Vraiment une discussion très riche. Oui, bonne écoute. Notre balado aborde les violences sexuelles et leurs conséquences. Il peut aussi être question de traumatisme, de violence, de suicide, de consommation, d'automutilation et autres. Cet épisode s'adresse à un public averti. Bienvenue à Briser le silence, votre balado traitant des violences sexuelles, de consentement et des dynamiques de pouvoir entre les individus. Votre animatrice ainsi que ses invités échangeront sur ces réalités qui concernent l'ensemble de la population. Merci d'être à l'écoute. Ensemble, brisons le silence. Oui, alors bonjour, bienvenue à l'épisode 3 du balado Briser le silence. Aujourd'hui, je m'appelle Marie, en fait. Aujourd'hui, je suis avec Vanessa, qui est ma co-animatrice. Puis, on a Sophie, là aussi, comme invitée aujourd'hui. Donc, on parle de sexualité pour l'épisode. Là, vous m'avez déjà vu, moi, dans le balado 3 fois, je pense, jusqu'à présent. Vanessa, c'est la première fois. Je sais pas si tu veux te présenter. Ben oui, avec plaisir. Merci, Marie. Je suis très contente d'être avec vous deux ce matin. Donc, moi, c'est Vanessa Fradette. Donc, je travaille à Viol Secours depuis à peu près 7 ans. Donc, je travaille auprès des femmes adultes principalement. Sinon... Côté académique, moi, j'ai un bac en travail social. J'ai toujours su que je voulais être intervenante dans la vie. Vocation surtout communautaire. J'accuse à peu près une quinzaine d'années d'expérience en intervention en tout. Donc, ça me rajeunit pas tout ça. Mais j'adore toujours l'intervention. Puis, j'ai œuvré auprès de différentes clientèles, principalement en santé mentale. J'ai travaillé aussi en relocalisation avec des personnes en situation d'itinérance. Fait que c'est ça. J'ai touché un peu à pas mal de clientèle, si on veut. Donc, puis c'est ça, là, je suis toujours à Viol Secours et j'adore ce que je fais. Je sais que dans les autres épisodes, on a parlé un peu de You sais que ça venait, ça, notre féminisme. Puis, honnêtement, ça serait difficile pour moi d'établir un moment fixe, là. Moi, principalement, je pense que j'ai toujours eu cet élan-là, cet élan revendicatrice. Ma mère pourrait vous en parler longtemps. Mais finalement, c'est surtout au secondaire que ça s'est principalement manifesté de ce côté-là. Mais encore là, j'étais pas capable de dire que c'était du féminisme. Donc, à l'université, tout ça, j'ai pu... On peut mettre le mot, en fait, sur oui, puis ça s'est encore plus concrétisé quand j'ai commencé ici, en 2018. Donc, là, j'ai vraiment pu constater tout ça, puis les valeurs qui me tenaient à cœur, que je porte depuis toute petite. Donc, voilà. Très intéressant. Tout pour moi. C'est diversifié, tout ça. Toi, Sophie, est-ce que tu voulais te présenter? Ben oui, bien sûr. Sophie? Ben c'est ça, moi, c'est Sophie Gascon. Je suis sexologue, pronom elle, accord au féminin. J'ai un bac en sexo, une maîtrise en sexo, une maîtrise recherche-intervention. J'aime quand même bien le préciser parce que en sexologie, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Et puis, entre autres, de l'accompagnement de soutien, ce que moi, je fais. Puis je pense que c'est important de bien distinguer la thérapie, le counseling, le clinique versus de l'intervention sexologique de soutien. Donc, voilà. Alors, moi, je suis vraiment au niveau de la relation d'aide, de l'accompagnement, donner de l'information, prodiguer des conseils, accueillir la clientèle. Et bien, justement, parlant de clientèle, vous le savez déjà, mais pour les autres, ça fait quand même 2 ans que je suis plus à Viol Secours, mais j'ai travaillé quand même pendant 13 ans comme intervenante à Viol Secours.
secours et après ça, intervenante jeunesse ici aussi, quand le volet jeunesse est arrivé. Puis, dans le fond, c'est ça, j'ai quitté il y a environ peut-être 2 ans. Puis là, maintenant, je travaille encore avec les jeunes, 12 à 25 ans, dans le réseau de la santé, là, dans un programme qui s'adresse aux jeunes plus marginalisés, plus vulnérables, plus désaffiliés. Donc, je les reçois. Ça peut être pour différents enjeux, mais c'est sûr que ma trame de fond, Sexo, m'amène à être vraiment là pour répondre aux besoins des jeunes adultes, des adolescents en lien avec la sexualité. Tout comme toi, là, Vanessa, là, je pense que c'est dur de mettre un moment fixe dans une ligne du temps, dans une ligne de vie. Je pense que c'est quelque chose de senti. Je pense que c'est quelque chose, le féminisme, dans nos valeurs, dans ce qu'on souhaite. Dans ce qu'on souhaite comme société, comme collectivité. C'est quelque chose qui se dessine avec notre être, avec nos aspirations. Nos façons de voir les choses. Donc, c'est dur de mettre un moment clé, mais des fois, quand je recule dans le temps, je pourrais peut-être dire « Ah oui, cet élément-là, je m'entendais déjà dire à ma mère ça n'a pas de bon sens que tu fasses toutes ces tâches-là, mais que papa les fasse pas, puis il faudrait que ça soit plus égalitaire, plus équitable. » Donc, fait que probablement qu'il y a de ça. Mais sinon, comme sexologue aussi, je donne aussi des cours à l'université comme chargée de cours. Puis, quand j'ai monté les cours dans mes premiers moments, je suis retombée dans beaucoup d'outils que j'avais. Dès mon jeune âge, ma mère m'a beaucoup donné de littérature sur la naissance, des jeux de société sur la sexualité, sur la conception, des lectures aussi très imagées pour bien comprendre les différences entre les corps. Donc, quand je retourne en arrière et que je vois un peu tout ce que j'ai eu comme bagage à l'enfance, à l'adolescence, pour moi, ça fait partie... la sexualité, en fait, fait partie de l'humain. Hein, peu importe notre type d'activité sexuelle, peu importe le niveau, peu importe l'intensité, peu importe tout ça, parce que certaines personnes vont dire « Ah, moi, je me sens asexuelle », mais être asexuelle, on peut aussi avoir un imaginaire érotique, on peut aussi avoir du désir, on peut avoir des pensées, on peut avoir plein de choses. Fait que, tu sais, dans le fond, la sexualité, là, c'est vraiment... c'est imbriqué un peu dans toutes nos vies, dans notre société aussi, dans les médias qu'on consulte. Donc, la sexualité fait partie de l'humain. Alors, je pense que c'est pour ça aussi que je m'intéresse à ça, parce que c'est quelque chose qui est là, qui est présent. Puis, comme de raison, ça fait partie de l'intervention. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire mon bac et ensuite ma maîtrise en sexo. Alors, c'est un peu ça mon parcours. Un parcours bien diversifié. On sent que c'est quelque chose qui te passionne aussi. Donc, je trouve que ta présentation répond un peu aussi à pourquoi on a décidé de parler de sexualité avec toi aujourd'hui, de le présenter au balado, mais ça fait partie effectivement de la vie de plusieurs personnes, de tout le monde. On le voit au niveau de la société, autant sinon au niveau personnel. Fait qu'on voulait voir, en fait, je vous relance la question, là, pourquoi c'est important, vous pensez, de parler de sexualité là, à Briser le silence, à Vieux le secours? Qu'est-ce qui fait qu'on fait cet épisode aujourd'hui? En fait, tu sais, c'est sûr que je pense qu'il y a encore beaucoup de préjugés, de mauvaises interprétations. Puis c'est important pour un mieux vivre ensemble de s'informer, de s'outiller, pour mieux comprendre aussi les réactions des survivantes, des victimes, pour aussi être capable d'aller vers l'autre, de l'aider, qu'on soit intervenant ou non, hein, que ce soit dans notre vie intime, qu'on soit partenaire de quelqu'un qui a vécu un abus, une violence sexuelle, ou même si la personne n'en a pas vécu, je pense que c'est important aussi parce que, veut pas, hein, on parle de consentement enthousiaste quand on parle de sexualité. Alors, ça s'adresse à tout public. Donc, ça permet aussi, je trouve, aux partenaires qui sont en intimité avec quelqu'un, une survivante, une victime, de ne pas prendre aussi le refus comme étant personnel à soi. Hein. Faut pas avoir l'ego menacé lorsque la personne qui est avec nous, hein, qu'elle ait vécu ou non une violence sexuelle, on n'a pas à se sentir menacé parce que la personne n'a pas d'intérêt, pas de désir. Donc, c'est d'apprendre aussi à
c'est ça, à sentir que l'autre, bien, elle a son espace, sa bulle, son environnement, puis c'est de le respecter, puis de pas justement tomber dans, mettre de la pression ou, c'est peut-être moi qui fais mal les choses. Donc, de vraiment reconnaître aussi là, que comment la personne peut vivre ses conséquences physiques, psychologiques. Donc, pourquoi en parler? Bien, c'est ça. Je pense que ça aide à la fois la société en général, ça aide aussi les plus jeunes, ça aide au niveau de l'éducation à la sexualité, puis ça aide aussi si on est en relation intime, tant pour la personne qui a vécu que pour la personne qui est partenaire dans une vie. Fait que voilà, je pense que c'est pour ça c'est important d'en parler. Oui, effectivement, tu sais, ça touche vraiment tout le monde, comme tu le disais, tu sais, c'est imbriqué un peu partout. Donc, tu sais, étant donné que la société et la sexualité, ça fait partie justement de la société, tout ça, puis c'est encore aussi tabou, comme tu nommais. Fait que, tu sais, c'est sûr que je pense qu'aujourd'hui, c'est important qu'on puisse démystifier certaines choses. Puis on est très content que tu sois avec nous ce matin. Vraiment. Et on entend beaucoup parler dans nos bureaux. Là. Sophie, je t'inclus aussi, vu que tu as été là 13 ans. T'en entends toujours, j'imagine, aussi dans ton bureau, les impacts que ça peut avoir sur la sexualité, là, d'avoir vécu de la violence sexuelle. Et je pense que c'est des questions qui reviennent beaucoup. Fait qu'on peut peut-être essayer de démystifier c'est quoi les impacts de la violence sexuelle, en fait, sur notre sexualité à nous après. Mm-hmm. Mais on pourrait y aller en trois volets. Tu sais, il y a la réaction, les impacts physiologiques, les impacts psychologiques. Donc, au niveau des impacts physiologiques, tout ce qui est conséquences physiques, ça se peut qu'une personne vive des douleurs par la suite lors de ses relations sexuelles. Donc là, il va y avoir différents termes qui peuvent être utilisés. On peut parler de dyspareunie, qui sont des douleurs, puis encore une fois, où il peut y avoir plein de raisons. J'énumérerai pas toutes les raisons, mais les violences sexuelles peuvent être, entre autres, laisser des impacts, des conséquences sur lors des relations sexuelles. Donc, il y a une douleur lors de la pénétration. Ça peut être aussi le vaginisme. Le vaginisme, c'est une contraction involontaire des muscles qui se fait de façon répétée au niveau du plancher pelvien. Donc, le vaginisme, ça, en fait, aussi, il y a différentes formes. Je ne rentrerai pas dans toutes les formes, mais ça peut être souvent en lien avec une peur anticipée. Donc, j'ai vécu de la violence sexuelle. Ça a été très douloureux. J'ai des flashbacks suite à ça. J'ai des souvenirs traumatiques. Le corps a aussi une mémoire de ce qui s'est passé. Absolument. Une mémoire émotionnelle, mais une mémoire physique. Donc, quand je suis avec mon partenaire ou même quand je suis seule avec moi-même, puis que je tente de reconnecter avec ma sexualité, ben ça se peut que j'ai des contractions involontaires au niveau du plancher pelvien. Puis ça, ben ça va faire en sorte que ça peut rendre très inconfortable la pénétration, les caresses. Ça peut rendre aussi, même voire impossible, la pénétration, même si c'est un tout petit objet, même si c'est un petit vibrateur, même si c'est les doigts. Donc, ça peut créer ces douleurs-là suite après avoir vécu des violences sexuelles. Puis dans le fond, le corps, pourquoi il réagit comme ça aussi, par exemple, lorsque c'est le vaginisme, une des raisons, je dis bien une des raisons, oui, ça peut être... J'imagine qu'il y en a plusieurs quand même. Oui, c'est ça, exactement. Et ça peut être, en fait, c'est un réflexe de survie aussi, là. J'ai vécu quelque chose de traumatisant, donc mon cerveau peut se replonger dans un état de peur, dans un réflexe de survie. Même si je me sens bien avec ma partenaire, même si je me sens confortable, je suis seule avec moi-même dans ma propre intimité, dans ma chambre, le cerveau peut reconnecter avec ça, puis envoyer un réflexe justement de survie et c'est ce qui va créer le vaginisme, entre autres, puis les douleurs qui pourraient y être associées là, par la suite. Cet élément-là, ben, dans le fond, lorsqu'on se rend compte, soit qu'on a de la dyspareunie, donc de la douleur lors des relations sexuelles, qui pourrait être, tu sais, je fais un aparté, la dyspareunie, ça peut être dû aussi à de l'endométriose. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a vécu de la violence sexuelle parce qu'on a de la douleur. Mais bref, quand on pense
puis qu'on sent qu'on vit de la douleur, puis qu'on voit que c'est de façon répétée, comme par exemple avec le vaginisme, ben c'est important à ce moment-là d'aller vers un professionnel de la santé qui va être capable aussi de dire, ben qu'est-ce qui se passe réellement, puis pour ensuite proposer de l'aide. Donc, ça peut être la psychothérapie, parce que tantôt, je nommais que le vaginisme, ça va être souvent une réaction liée à la peur, donc une réaction des muscles qui se contractent lors de la pénétration, lors de l'intimité. Eh bien, pour aller déconstruire un peu tout ça, ben le professionnel de la santé va être capable, ou le psychothérapeute va souvent utiliser différentes approches selon ce qu'il fait comme travail, mais pour justement venir discuter de l'ensemble des enjeux. Et fait qu'à la fois, il y a le volet psychothérapie qui peut être fait, mais il peut aussi avoir de la rééducation périnéale qui peut être fait par un autre type de professionnel. Donc, il y a à la fois le volet cognitif émotionnel, pour bien comprendre les réactions de la peur, pour bien comprendre aussi nos limites personnelles, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ce sont des souvenirs douloureux, est-ce que c'est des flashbacks qui remontent. Donc, tout ça va être vu avec le thérapeute, avec le professionnel, mais si on veut aller dans quelque chose qui est plus physiologique, à ce moment-là, ça va être la rééducation périnéale qui pourrait être proposée. Donc, ça, c'est les conséquences dites plus physiques, entre autres. Il peut y en avoir plein d'autres, mais si on y va vraiment en lien avec la sexualité, ça peut être ça. Je pense qu'on entend parler de ça beaucoup dans nos bureaux, dans nos rencontres où on va parler de douleur, on se questionne sur, justement, ça part d'où ces douleurs-là, qu'est-ce qui fait que j'ai un flashback à chaque fois, soit avec un partenaire ou tout seul. Fait en tout cas, moi, personnellement, je l'entends beaucoup dans mon bureau. J'imagine que je suis pas toute seule dans nous trois. Ouais. Fait que c'était quelque chose qui questionne vraiment beaucoup, puis qui est là, en fait, là. Ouais. Puis il y a d'autres conséquences aussi qui sont pas nécessairement physiques. Puis je pense que tu allais un petit peu vers ça. Oui, ben tu sais, il y a les conséquences psychologiques. C'est sûr que il peut y avoir la honte liée à ce qu'on a vécu, donc la culpabilité d'avoir vécu de la violence sexuelle. Mais liée, admettons justement, à je commence à développer mon intimité avec mon partenaire ou avec moi-même seule dans mon intimité. Je désire me caresser, je suis dans un lieu sécuritaire, bien, tu sais, même si on laisse la honte de côté ou si on est capable de laisser la culpabilité de côté, puis s'en départir, puis qu'on a travaillé là-dessus, puis qu'on s'est reconstruit, puis qu'on ne porte plus cette honte-là et cette culpabilité-là, il en reste pas moins que des souvenirs peuvent raviver. Des flashbacks, des souvenirs douloureux. Ça peut être des fois une odeur, donc ça peut être un toucher qui peut faire remonter ces souvenirs-là pendant qu'on est dans une intimité, même si on est dans un safe space, même si on est dans un endroit sécuritaire, parce que le corps a ses mémoires. Donc c'est ça, les souvenirs. Puis on entend aussi, tu sais, le sentiment de dégoût, là, le fait de plus vouloir avoir de sexualité. Suite à ça, est-ce que c'est normal, tu sais, de plus avoir envie ou au contraire, tu sais, d'avoir une sexualité qui est complètement exacerbée? Parce qu'on en a dans nos bureaux qui sont comme honteuses d'avoir des comportements comme j'ai comme besoin d'avoir des rapports régulièrement, puis tout ça, puis j'étais pas comme ça avant, ou fait que c'est où la normalité là-dedans? Avec les gros guillemets, la normalité. Oui, exactement. Ouais. Ben, le terme normalité, malheureusement, laisse, je pense, pour tout le monde, tout public, ce besoin-là d'être dans une norme, d'être dans quelque chose de très conventionnel, alors que il y a autant de sexualité qu'il y a d'humains. En fait, la sexualité, c'est unique, c'est propre à chacun. Donc, si on est trop dans le carcan de c'est quoi la norme, à ce moment-là, on passe complètement à côté de qu'est-ce que moi j'aime, ce dans quoi je suis confortable, moins confortable, vraiment pas confortable ou quelque chose que je ne désire pas moi-même. Donc, c'est bien de toujours revenir à soi. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai le goût? C'est quoi sa normalité? C'est quoi à soi? Tout à fait, exactement. C'est quoi sa normalité? Puis par rapport au dégoût dont tu parlais tantôt, Vanessa, en fait, je l'ai dit, il y a plusieurs façons de réagir. Donc, souvent le mythe, ça va être ça. C'est j'ai vécu de la violence sexuelle.
Donc, nécessairement, je ne voudrais plus avoir de sexualité. Je fuis la sexualité. Je dis non à tout ça. Donc, c'est des fois ce mythe-là qui va perdurer, de dire, ben quelqu'un qui a vécu de la violence sexuelle, nécessairement, voudra plus avoir de rapport intime. Des fois, c'est ce qu'on peut entendre ou prendre pour acquis. Exact. Je pense qu'on déconstruit, en tout cas, ça, souvent dans des suivis proches où le proche va pas comprendre, tu sais, pourquoi, ben, la personne victime, son proche, va continuer d'avoir des relations sexuelles. Ils sont comme, mais là, mon Dieu. T'sais, après ce qu'elle a vécu, je pensais que ce serait terminé. Je l'entends souvent, ça. Ouais. Alors que c'est pas 1 + 1 fait 2. Hein? J'ai vécu une violence sexuelle, la violence, donc nécessairement, je n'ai plus de sexualité. Donc, il va y avoir cette réaction-là. Pour certaines personnes, ça va être ça. Ça va être une façon de se protéger. J'ai plus de désir, j'ai plus envie, j'ai des douleurs, les souvenirs sont trop présents. Donc, chaque personne va réagir en fonction de ses facteurs internes puis des facteurs externes. Mais pour d'autres personnes, poursuivre sa sexualité peut être une reprise de pouvoir aussi en soi, peut être une façon de se rebâtir et de se reconstruire. La violence sexuelle, la violence en général, la violence en soi, hein, on va enlever le en général, la violence, c'est une prise de pouvoir sur quelqu'un d'autre. Les manifestations, ça peut être physique, ça peut être psychologique, hein, insulter, menacer, dénigrer l'autre, hein, c'est une violence, on prend pouvoir, mais via les pensées de l'autre personne en la dénigrant, en la rabaissant. Mais la sexualité, c'est la même chose, c'est une violence, mais via l'intimité. Et pour certaines personnes, reprendre un pouvoir, hein, quelqu'un a pris le contrôle sur moi dans ma sexualité dans un contexte d'intimité. Et bien moi, pour me reconstruire, j'ai besoin de reprendre le contrôle de ça et peut-être d'avoir plusieurs partenaires, de vouloir être dans une hypersexualisation. Puis encore là, je mets des guillemets parce que l'hypersexualisation, hein, c'est pas nécessairement mauvais en soi. Ça dépend s'il y a de la souffrance par la suite. Mais ça se peut que ça soit un passage aussi pour la personne de se rebâtir, de se reconstruire, hein, de dire, ben là, moi, ça va me permettre je vais décider avec qui j'ai des relations sexuelles, quand, puis je peux aussi avoir encore beaucoup de libido, puis beaucoup d'envie, là. Ben oui, donc, tu sais, dans la sexualité, c'est modulable en fonction de tellement de facteurs. Donc, oui, les violences sexuelles en font partie, hein, si j'en ai vécu ou pas, mais la sexualité, ça se module aux fonctions de nos expériences agréables, de l'âge qu'on a, la venue ou non d'un enfant. Ça se module aussi avec est-ce que j'ai des changements hormonaux? Est-ce que mon état de santé est bon ou il s'est détérioré? Donc, la sexualité se redéfinit à tout moment. Donc, pour certaines personnes, se redéfinir dans sa sexualité, ben ça va être par avoir des partenaires, avoir de l'intimité, avoir un désir. Donc, et puis, être aussi en cohérence avec ma libido, mon désir, mon envie, et pas de se dire « Ah, je ne devrais vraiment pas, je ressens une forte libido, j'ai vraiment le goût, je me sens assumée, mais il ne faut pas, je ne dois pas, parce que j'ai vécu des abus sexuels, puis ça pourrait être mal perçu des autres. » Donc, tous les chemins sont corrects. Là où il faut se poser la question, c'est est-ce que ça m'apporte de la souffrance? Hein, que j'ai très peu de sexualité par la suite, est-ce que ça m'apporte de la souffrance? Est-ce que je souffre face à ça? Ou à l'inverse, j'ai beaucoup de sexualité, beaucoup d'intimité, plusieurs partenaires, est-ce que j'ai aussi de la souffrance vis-à-vis ça? Puis c'est là où il faut aller se poser les questions, puis à être bien accompagné là-dedans pour nous aider à faire ce chemin-là. Mais il n'y a pas une trame, il y a des trames tout à fait uniques en fonction de chaque individu. Oui. Puis je trouve ça intéressant ce que tu apportes aussi, que c'est pas... des fois, j'ai l'impression que après avoir vécu, mettons, une violence sexuelle, c'est comme si tout le reste des facteurs n'existait plus. Et tu sais, l'autonomie, ben, par exemple, l'âge, le temps, ta personne, c'est tous les facteurs qui jouent sur la libido, le désir. Le fait d'avoir vécu une violence, des fois, on dirait que ça prend toute la place, puis on oublie tout ce qu'il y a autour. Puis ça devient comme la raison de pourquoi ben, j'ai plus libido, ou là, j'ai plus envie. C'est comme si on oubliait tout le reste du petit nuage. Là, je pense à notre outil. On a un outil où on a comme des petites bulles. Puis moi, j'invite des fois les femmes, justement, à encercler tout ce qui joue en ce moment sur le désir. Puis finalement, on se rend compte que crime, c'est pas juste parce que j'ai vécu une agression que
ce qui fait que j'ai plus de désir. On voit que la petite bulle, toutes les petites bulles sont encerclées. C'est super rouge. Moi, je dis que tout le dash de lumière est allumé, là. Fait que, ouais, j'ai l'impression qu'on oublie ça. Ça tasse tout. Oui. Effectivement. Alors que non. Comme si c'était traité en silo. Oui, Puis absolument. en fait, ça ne doit pas être traité en silo. Mais non. Puis j'ai le goût d'utiliser l'image. Une personne, puis peut-être qu'elle va être boiteuse un peu, là, mais on remettra jamais en question le fait qu'une personne a un accident de voiture puis qu'elle veuille reprendre sa voiture quelque temps après. Ah, c'est tellement, oui. Je veux dire, mais voyons donc, comment ça, tu conduis encore? Mais voyons, tu vas à l'épicerie, mais voyons donc, là, tu prends ton automobile pour aller à Montréal, tu vas dans un voyage avec ta voiture, tu devrais pas, t'as vécu un grave accident de voiture, là, tu ne peux pas. Mais on dira pas ça à quelqu'un qui a vécu puis pourtant c'est traumatique là, vivre un accident de voiture là. Bon, c'est pas une personne sur une autre personne, c'est une autre forme de trauma, c'est pas une violence d'une personne vis-à-vis une autre, mais reste pas moins que pour la personne, elle peut soit être tellement souffrante qu'elle ne veuille pas reprendre sa voiture ou y aller très très graduellement. Puis pour d'autres personnes, ça va être moi une façon de mieux aller, une façon de guérir, ça va être de reprendre mon automobile, de reprendre mon indépendance, de reprendre ma liberté. Donc, peut-être que c'est des exemples un peu boiteux, mais je pense que c'est important comme personne. Ça reflète bien, je trouve, le clash qu'on voit apparaître aussi. Puis, tu sais, ce que j'entends aussi à travers ce que tu nommes, c'est que c'est pas aux autres de déterminer le rythme de la personne qui a vécu ces violences-là, que c'est à elle de décider qu'est-ce qu'elle a envie de faire au moment où elle a envie de le faire. Tu sais, c'est un peu ça aussi. C'est elle qui se connaît le mieux, même si parfois elle peut avoir l'impression de « je me connais plus, je sais plus ce que je veux, je sais plus ce que j'aime », mais elle a quand même son propre rythme, puis c'est important de respecter ça. Là. Mais on dirait qu'il y a quelque chose dans la nature des violences sexuelles qui amène justement à ce que la société décide ou appose a posteriori ou a posteriori, je pense, leur façon de penser. Puis c'est alors que pour d'autres types de traumas, on ferait pas ça. Il y a personne qui dit rien. Exactement. Il y a personne qui a son petit mot à dire là-dedans. Non. Je trouve ça très intéressant comme reflet de tabou de société, de manière de dicter un peu qu'est-ce qu'on a à faire avec notre corps à la suite d'une violence, peu importe. Je trouve ça très intéressant, moi, comme image. Je trouve pas ça boiteux du tout. Je mets dans mon petit sac. Fait que là, pour nous ramener peut-être plus au niveau des impacts, là, on a parlé d'impact physiologique, on a parlé d'impact psychologique, physique aussi. Là, on dirait que j'ai le goût de demander, est-ce que c'est possible de retrouver notre normalité ou de redéfinir peut-être un peu notre sexualité? Comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça après? Ben, premièrement, je l'ai dit, là, mais je veux quand même le redire. La sexualité va être en redéfinition, pour toute personne, va être en redéfinition en fonction de un peu ce qu'on a nommé les petites bulles là, tantôt, là, de son parcours de vie. Donc, ce n'est pas propre à la personne qui a vécu des violences sexuelles. Donc, tout le monde dans sa vie va redéfinir sa sexualité. Des fois de façon plus subtile, des fois, ça va être vraiment quelque chose qui est plus canné dans le temps. Hein. J'ai eu une grossesse, je suis fatiguée, l'accouchement, ça va être peut-être plus canné dans le temps pour dire, OK, je redéfinis ma sexualité parce que je suis fatiguée, parce que je dois me lever, parce que je dois allaiter, peu importe. Bon, là, c'est un exemple très précis qui est moins subtil. Donc, tout le monde a à redéfinir tout le monde redéfinit sans s'en rendre compte, en fait. Je devrais le dire comme ça, sa sexualité. Pour ce qui est d'une survivante, de quelqu'un qui a vécu de la violence, oui, c'est possible. C'est possible, mais en fait, la première question, est-ce que cette personne-là, elle le désire, hein? Est-ce qu'elle a vécu aussi antérieurement des relations intimes satisfaisantes, hein? Donc, si j'ai vécu des relations intimes satisfaisantes, ça se peut que j'aille dans mes pensées aussi. Oui, il y a le traumatisme, oui, il y a la violence sexuelle, mais que j'aille aussi m'imprégner des éléments positifs que j'ai vécus antérieurement. Donc, que ça soit pas que jonché par la violence sexuelle. Donc, oui, la sexualité peut se redéfinir, mais pour ça, faut être à l'écoute de soi,
de ses besoins, de ses désirs. Est-ce que je me sens bien avec, si je suis avec quelqu'un, est-ce que je me sens bien avec ma partenaire? Est-ce que j'ai le goût? Hein? Puis, plutôt que de dire « il faut », les « je dois », « il faut », hein? On est dans l'obligation. On est dans de la pression de performance. Ben, c'est de se ramener à est-ce que j'ai le goût? Est-ce que je le veux? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que ça goûte bon? Est-ce que ça me tente? C'est tellement important comme question pour commencer, là, avant de se lancer dans une pratique ou comme redéfinir tout. Est-ce que ça me tente? Oui. Question que je pense c'est skippé souvent, cette question. Est-ce que ça me tente? Oui. Puis tu sais, ce qu'on entend, probablement tu l'entends toi aussi dans ton bureau, mais tu sais, il faut vraiment, là, ça fait 1 an là, que j'ai pas eu de relation sexuelle, que j'ai pas eu d'intimité avec mon conjoint ou ma conjointe. Puis, mais là, ça serait le temps, là, tu sais. Il faut, urgence, là. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, ça, on l'entend quand même régulièrement. Donc, cette pression-là qui est mise, tu sais, sur ses épaules. Puis, des fois, ça va être le conjoint ou la conjointe qui va mettre cette pression-là, mais des fois, la personne elle-même va se mettre une pression énorme de correspondre un peu à cette norme qui est comme on doit avoir une sexualité comme rythmée, tu sais. Donc... Mais je pense que tu amènes une bonne nuance. T'sais. Déjà, la nuance de est-ce que la pression, elle est externe? Est-ce que la pression vient du partenaire? Hein? Le partenaire qui insiste, peut-être pas de manière mal intentionnée, mais a aussi ses besoins. Mais bon, c'est pas trop nécessairement toujours comment les nommer de façon adéquate. Hein? Mais ceci étant dit, hein, la partenaire peut aussi pratiquer la masturbation, peut lire des livres érotiques, des nouvelles, donc, il y a plein d'autres façons là, d'aller combler ses besoins. Hein? Donc, sans mettre la pression. Mais c'est ça, de se poser la question, premièrement, cette pression-là, est-ce qu'elle est externe, donc du partenaire? Puis si c'est le partenaire, puis selon comment le partenaire est, peut-être des fois, ça pourrait être bien d'aller voir, est-ce qu'on est dans un contexte de violence psychologique? Est-ce qu'on la nature de cette relation-là? Fait que ça, c'est une chose. Mais sinon, est-ce que la pression, elle est externe parce que justement, on a l'impression qu'on doit être dans un moule ou dans une norme parce qu'on croit que les gens, c'est tant de fois par semaine, tant de fois par mois, une relation sexuelle, c'est tant de durée, alors que c'est tellement intime. Ben oui. On n'est pas là pour... puis on n'est pas dans la chambre à coucher des gens aussi. Hein. Il y a ce que les gens vont dire, hein, ce que les médias vont enseigner des fois ou vont laisser croire que... Hein, mais en réalité, dans l'intimité, c'est à quoi moi ça veut correspondre. Puis après ça, après les facteurs externes, il y a les facteurs internes, justement. Comme on disait, est-ce que si pour la personne, elle en a envie, mais qu'elle a des souvenirs qui refont surface, mais qu'elle en a quand même envie parce que c'est un moment de se connecter à l'autre, c'est les caresses, c'est embrasser, c'est être en cohésion avec sa partenaire, c'est un moment de chaleur, c'est un moment plus humain, c'est un moment de bienveillance. Hein? Fait que la personne, ça se peut aussi que ce soit ça qu'elle veuille, mais que de par les traumas, de par les flashbacks, de par les souvenirs, elle a une réticence à y aller. Donc, tu sais, je pense que c'est de s'accueillir avec bienveillance, avec douceur, et pas dans une posture de jugement, mais vraiment dans une posture d'observation. Qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? C'est quoi mes limites? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime moins? Qu'est-ce qui me fait sentir bien? Donc, c'est d'être dans cette introspection-là qu'on peut faire soit seul, soit avec l'aide d'un professionnel, soit avec son partenaire, sa partenaire. Ça peut être aussi de tenir un journal de bord de comment ça se passe, c'est quoi mes réflexions par rapport à la sexualité. Puis tantôt, là je fais du coq à l'âne, mais tantôt, tu as parlé de dégoût. Tu as parlé de dégoût de la sexualité, Vanessa, puis ça, c'est un élément que je veux quand même nommer parce que le dégoût peut être de multiples choses. Ça peut être du dégoût face à la sexualité, mais ça peut être du dégoût vis-à-vis son propre corps, la perception de son propre corps.
Est-ce que je le sens sale, mon corps? Est-ce que je le sens souillé, mon corps? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir un stigmate? Hein, une stigmate, c'est comme une blessure marquée, hein, que tout le monde va voir et je porte ça et j'ai l'impression que les gens le voient. Donc, ça peut venir de là aussi, le dégoût, hein, avoir l'impression que son corps a été sali, a été souillé. Oui. Certaines personnes vont m'avoir dit en bureau l'importance d'aller se laver de façon quotidienne, des fois plusieurs fois par jour, des fois avec de l'eau très chaude, avec des gants de crin, hein, parce que cette impression-là des mains de la personne, de l'agresseur, est encore présente, mais c'est une impression qui est mentale, hein, ce sont des souvenirs, c'est pas physique. Alors tout ça, bien, doit être peut-être vu en plus grande profondeur. Oui, avec, ça doit être adressé, je pense. Ouais. On peut pas... Ça quittera pas. J'allais dire, on peut pas faire comme si ça n'existait pas, ça quittera pas en claquant les doigts comme ça. Là. Ouais. Mais je pense que tu le dis très bien, l'étape 1, c'est vraiment de s'écouter puis d'accueillir comment on se sent, d'observer un peu c'est quoi mes réactions, c'est quoi mes pensées, OK, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, mettons, avec mon partenaire, ça me bug ce geste-là ou je suis pas bien. Je pense que c'est vraiment... c'est l'étape 1, là. On entend beaucoup, j'ai fait comme si c'était pas normal, mais comme si c'était pas là, puis je me suis pas bien sentie tout le long. On entend ça, là. Oui. Je me suis forcée à avoir des... Parce que il fallait que ça se passe. Oui, c'est ça. C'était important, puis c'est... selon les propos de la personne, là, c'était important qu'il fallait que ça se passe, parce que sinon, elle n'en voit pas le bout, mettons, là, que ça arrive, parce qu'elle a l'impression que son corps sera jamais prêt. Parce qu'il y a les réactions corporelles aussi, tu sais, qui peuvent apparaître. Comme tu nommais tantôt, tu sais, la personne peut avoir le désir, mais son corps a des réactions, puis c'est difficile pour elle d'avoir des rapprochements plus intimes. J'ai trouvé ça intéressant, parce que ça aussi, c'est des questions qu'on entend. Est-ce que je devrais le dire à mon partenaire, avec la personne avec qui je suis? Est-ce que je gère ça tout seul ou est-ce qu'on en parle? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Stéphanie? Est-ce qu'on en parle? En fait, est-ce qu'on en parle? La première question, c'est comment je me sens avec ce partenaire-là? Hein? Dans quel est mon niveau de confiance avec ce partenaire-là? Comment est-il au niveau de la bienveillance envers moi? Est-ce qu'il est à l'écoute? Est-ce que c'est une personne significative avec qui je vais me sentir bien? Donc, avant de répondre à la question, est-ce que j'en parle? C'est de voir aussi cette personne-là qui est avec moi, est-ce qu'elle est suffisamment aussi outillée? Pas nécessairement outillée au niveau des connaissances, hein, puis des données probantes, puis de la science, mais au niveau du savoir-être, hein, au niveau de son être tout entier, de ses qualités, hein, est-ce que c'est une personne qui est empathique, qui est bienveillante, qui est attentionnée? Donc, je pense que déjà, si on est capable de répondre que oui, cette personne-là a ces belles qualités-là, bien maintenant, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, de lui en parler? Est-ce que ça me permet justement, de me sentir moins honteuse? Parce que certaines personnes ne voudront pas en parler parce qu'elles ont l'impression que si elles le disent, le regard de l'autre va changer. Donc, si la honte est encore très présente, ben ça se peut que ça me bloque. Mais si on est capable de diminuer cette honte-là pour pouvoir en parler, bien déjà là, c'est une première amorce. Hein? Donc, de pouvoir justement... est-ce que lorsque je vais lui en parler, comment il va réagir, ça va me déjà donner un reflet de cette personne-là, elle va m'accueillir comment là-dedans. C'est sûr qu'en parler, si on est bien avec l'autre, ben ça permet de... Certaines personnes vont être très stressées avant de parler de ça, mais par la suite, moi j'entends souvent, j'ai vraiment un poids en moins sur mes épaules. Finalement, ça nous a rapprochés. Finalement, j'avais peur qu'elle ait ses propres préjugés ou ses propres perceptions. Puis en discutant, ben je me suis sentie tellement accueillie. Ça nous a rapprochés dans une cohésion. Ça nous a rapprochés dans une cohésion ensemble. J'ai senti qu'il était à l'écoute. Et ça, c'est une prémisse aussi de l'intimité. Hein? Oui, l'intimité, la sexualité, c'est pas, ça ne se concentre pas que sur les organes génitaux. L'intimité, c'est aussi cette communication-là à l'autre. Donc,
ça permet de mettre les bases puis que l'autre nous comprenne mieux aussi. Ben oui. Des fois, on sait pas ce qui se passe, on comprend pas la réaction, mais là, ça peut permettre de justement mieux accompagner, de peut-être faire une pause aussi pour comme on va gérer ça, on va regarder qu'est-ce qui se passe au lieu de poursuivre de manière un peu c'est correct, mais j'ai l'impression que c'est pas correct, on arrête, qu'est-ce qui se passe, mais ça permet de réajuster tout le monde ensemble aussi. Oui. Ouais. Quand on Puis- se sent à l'aise, bien sûr. Oui. de le Oui, faire, c'est ouais. ça. Puis des fois, tu sais, on peut avoir l'impression qu'il y a comme un éléphant dans la pièce, mais on n'est pas capable de l'identifier. Fait que le fait d'être capable d'avoir cette conversation-là, puis que si l'autre est vraiment réceptif, ça peut vraiment amener une plus grande cohésion, une plus grande intimité, tout ça. Fait que... C'est ça, en fait, on parlait du partage. Est-ce que je dois le dire, encore une fois? Est-ce que je le dois? Est-ce qu'il faut, hein, encore? Ce je dois-là, il faut-il? C'est vrai que c'est hein? phrasé comme ça. Alors, c'est souvent ça qu'on a hein, comme réflexe, hein, cette pression-là, cette obligation-là, comme si on était au travail, comme si c'était une tâche. Hein. Ouais. Fait que je pense que quand on se rend compte de la façon dont on parle, le il faut et le je dois, souvent on fait « Oh, il me semble que ça fait partie beaucoup de mon vocabulaire. Et nécessairement, ça peut faire partie aussi de vouloir performer, hein, de vouloir être dans l'être plutôt que dans le paraître. Alors, si je reviens à en parler ou pas à son partenaire, je voulais amener une nuance, en fait, Marie, parce que en parler à son partenaire, ça ne veut pas dire d'aller dans les détails graphiques. Ouais. C'est ma prochaine question. Qu'est-ce qu'on dit quand on le dit? Ouais. Si on le dit. Parce qu'en fait, c'est ça, aller dans les détails graphiques, c'est se replonger vraiment dans des souvenirs qui peuvent être très violents, donc dans des odeurs, dans des sensations, dans notre corps qui nous renvoie à ces souvenirs-là. Donc, on va souvent, puis je pense que quand on veut aller dans ce type de discussion-là, c'est important d'être vraiment bien accompagné par un professionnel, là, parce que pour guérir, c'est pas nécessaire de repasser par tous ces souvenirs-là graphiques et de s'entendre le dire, hein, de replonger dans toute la chronologie des événements. De ce qui s'est passé. Hein. C'est pour ça aussi que concernant, admettons, IVAC, l'indemnisation victime d'actes criminels, ce à quoi ont droit les personnes qui ont vécu une agression sexuelle, ben on n'a pas à obliger la personne à décrire en détail ce qu'elle a vécu. Donc, on fait pas ça non plus ici à Le Secours pour nos suivis. On va regarder les conséquences, mais jamais qu'on demande à la personne de nous expliquer toute la situation. On n'a pas besoin de ça pour faire un petit bout de chemin ensemble. Exactement. Donc, qu'est-ce que je peux dire à mon partenaire si j'ai envie de le dire puis je me sens dans un safe space? Bien, c'est ça. C'est de dire, ben de cibler aussi ce qu'on a le goût de dire avant de le nommer, hein, de se préparer nous-mêmes. Tu sais, qu'est-ce que j'ai le goût de lui partager? Que j'ai vécu de la violence sexuelle puis que j'aimerais qu'il ne me pose pas de questions. Tu sais, donc, est-ce que j'ai le goût d'aller simplement en nommant ça puis lui demander, j'aimerais que tu m'écoutes, de choisir le bon moment, le bon lieu, nos attentes, hein? Là, je vais te dire quelque chose qui est difficile pour moi, qui me ramène dans des souvenirs qui sont pas faciles, mais j'aimerais que tu m'écoutes, j'aimerais que tu m'interrompes pas. Puis j'aimerais aussi, si tu veux, tu peux me poser des questions. Tu sais, donc, d'établir un peu nos lignes guides de ce qu'on a le goût de partager à notre partenaire. Alors déjà, d'avoir cette réflexion-là soi-même, de se poser à l'intérieur, hein, de choisir un moment, un lieu, puis de le redéfinir aussi. Hein, si au moment où on veut le nommer, on se sent pas bien, on se sent pas confortable, ben c'est correct. Oui. Ça sera à un autre moment donné. Oui, c'est important. Ça revient. Oui. Parce que c'est ça, on se fait demander ça aussi, je pense, à quel moment, c'est quand c'est bien vu ou quand est-ce que je suis supposée dire ça, ben comme tu dis, choisir le moment, oui, ça peut être un élément comme aidant pour soi aussi de se sentir bien à ce moment-là, de le dire, pas obligé de le dire dans un moment de crise où comme tout doit sortir là, on peut choisir, mais comme tu dis, j'adore ça, là, le petit bout où tu te sens pas bien, tu peux revenir, t'es pas obligé de le dire, t'es pas obligé de le dire maintenant, t'es pas obligé de donner tous les détails, tu pensais dire ça, finalement tu rechanges, tu veux juste, on pose pas de questions finalement, mais c'est correct. Tu sais, de se laisser la chance aussi de vivre ce moment-là, puis tu sais, oui, c'est correct de se faire un plan de match, mais tu sais, pas nécessairement tenir proprement dit, de faire preuve
sais, de se regarder à l'intérieur puis de dire, OK, tu sais, j'aime-tu qu'est-ce qui se passe en ce moment, tu sais? Puis de décider d'arrêter ou de continuer ou de donner plus ou moins de détails. Tu sais, c'est la limite, la personne va le sentir à l'intérieur, tu sais. Puis le jardin secret est toujours important, tu sais. Elle a le droit à son jardin secret. Il n'y a personne qui est obligé de dire quoi que ce soit. Oui, puis c'est une nuance qui est intéressante parce qu'il y a de se préparer, hein, puis se préparer n'est pas obligé non plus, mais ça peut être une piste, hein, ça peut être est-ce que ça fait du sens pour moi? Puis par la suite, justement, si on a pris le temps de se préparer de ce qu'on souhaite un peu nommer, puis qu'est-ce qu'on souhaite un peu nos attentes vis-à-vis de l'autre, puis que finalement, dans le flow, hein, dans le courant de la conversation ou du moment, on n'est pas obligé de s'en tenir à notre fameuse feuille ou sur notre plan de match, là. Ouais. Mais déjà, ça nous permet aussi, ça peut être un outil de savoir un peu qu'est-ce que j'ai le goût ou pas de nommer, puis de se préparer là-dessus. Puis là, ben, ça m'amène aussi vers quelque chose d'autre, tu sais. On va souvent parler des limites au niveau de la sexualité, hein, d'exprimer ses limites à l'autre, puis de les respecter, ses propres limites. Puis ça, c'est très bien parce que c'est quelque chose qu'on devrait faire pour soi-même, mais que l'autre devrait faire aussi également, de respecter les limites de l'autre. Donc, c'est le consentement enthousiaste. Hein? Oui, on la connaît, cette notion. Oui, c'est ça. Hein? Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est déjà d'ores et déjà, ça devrait être tout le temps le cas. Mais des fois, on dit aux personnes, ben, exprime tes limites à ton partenaire. Nomme-lui là, que ça, c'est une limite. Mais pour être capable d'exprimer sa limite, c'est la dernière étape. Encore faudrait-il préalablement d'être capable de se reconnecter aussi à ce que notre corps nous dit. Parce que l'exprimer, on est déjà dans le monde du cognitif. On est déjà vraiment dans le cérébral. Mais dans un processus émotionnel, il y a 4 étapes. La première étape, c'est les sens. Est-ce que je suis capable de me connecter aux sensations physiologiques de mon corps, des signaux que mon corps m'envoie? Présentement, est-ce que mes mains sont moites? Est-ce que j'ai les larmes aux yeux? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que mon petit cœur bat vite? Est-ce que j'ai froid au bout des doigts, au bout des pieds, aux extrémités? Ou au contraire, j'ai l'impression d'avoir des papillons dans le ventre, une frénésie, une envie. Donc, tu sais, se grounder, hein, s'ancrer dans la première étape. C'est une chose. Puis après, en deuxième étape, ben, ces sensations-là physiologiques que je ressens que mon corps m'envoie, ces signaux-là, est-ce que je suis capable d'identifier? Est-ce que c'est de la peur? C'est-tu de la joie? C'est-tu du dégoût? De l'envie? Un mélange de plein de tout ça. De tout ça. Hein? Puis après ça, est-ce que je me donne le droit, tu sais, de vivre ça, d'accueillir ça sans jugement, dans un rôle d'observateur, d'observatrice. Puis après ça, ça va m'aider à mettre un peu en mots mes limites puis à pouvoir les exprimer. Donc, on a souvent le terme exprimer, mais encore faut-il avoir été capable, ou en tout cas, idéalement, parce que là, j'ai encore le mot « il faut », idéalement, d'avoir été capable de s'ancrer dans ce que notre corps nous envoie, puis ne pas faire fi, hein, ne pas être dans un état dissociatif. Parce que ça aussi, les personnes peuvent en vivre, la dissociation. Pendant l'agression, mais aussi lorsqu'ils ont reprise d'intimité avec un partenaire ou même en solo, hein, peuvent revenir dans un état dissociatif parce que le cerveau envoie le circuit de la peur, puis la personne sort un peu de son corps, ou émotionnellement ou psychologiquement, physiquement. Donc, bref, exprimer ses limites au partenaire ou nommer des choses au partenaire, c'est aussi d'être capable d'aller dans les premières étapes, idéalement, pour se reconnecter à soi. Ça va aider. Et exprimer, c'est pas juste en mots non plus. Donc, si pour la personne, c'est difficile de le dire, est-ce que ça peut être de l'écrire? Donc, d'utiliser différents médiums aussi. Certaines personnes vont être plus à l'aise à l'écrit. Donc, c'est toutes des petites choses qui peuvent être modulées en fonction de ce qu'on désire, de ce qu'on veut. Puis là, on a parlé beaucoup de la personne victime, la survivante, elle doit le nommer à son partenaire, mais elle doit, j'ai dit doit, c'est pas ça que je veux dire, mais bref, mettons qu'on le dit. Comment on accompagne une personne, mettons, moi je reçois cette information
comment je réagis, comment je peux accompagner. J'allais dire encore qu'est-ce que je devrais faire, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, c'est bon, ça. Idéalement, qu'est-ce que... Ben, tu sais, je pense que c'est vraiment dans l'être, hein? Dans l'être tout entier. Est-ce que je regarde la personne? Est-ce que j'ai un regard bienveillant? Est-ce que j'ai une posture bienveillante? Est-ce que j'ai une posture d'écoute? Hein? Puis, si la personne ne cherche pas des conseils ou des solutions, là, cette fameuse partie conseils et solutions. Ouais. Des fois, c'est pas ça que la personne cherche du tout. La personne, là, généralement, là, elle veut être validée. Elle veut être entendue. Elle veut être crue. Elle veut pas être remise en question. Puis elle veut pas qu'on décide pour elle. Donc, c'est vraiment d'être « je t'entends, merci de ta confiance, ça me touche ce que tu me dis, je suis là si tu as besoin. » Donc, c'est ça, c'est d'adopter une posture d'accueil, de bienveillance, de douceur, d'empathie. Et pas de chercher rapidement une réponse à dire. Donc, la personne, souvent, elle en parle parce qu'elle veut se libérer. Pas parce qu'elle veut avoir un cours théorique ou pratico-pratique sur ce qu'il faut faire. Oui! Ça va être la trompe de fond, c'est parfait! Effectivement, on veut pas de solution, c'est vraiment d'accompagner. Puis je pense que Vanessa, tu l'as bien nommé tantôt aussi, le respect des limites de l'autre personne, d'être attentif à tout moment des réactions du corps ou même puis sans le direct, justement. Ouais. Puis c'est pas nécessairement à la personne qui fait ce dévoilement-là de donner des renseignements, des explications sur comment l'autre doit recevoir ça. Tu sais, si en tant que proche, on se pose des questions et tout ça, tu sais, on peut faire appel justement à des professionnels pour savoir qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais. Mais pas nécessairement de questionner son partenaire parce que c'est pas nécessairement sa responsabilité, justement, de répondre à tous ces questionnements-là parce qu'on peut réagir de différentes façons aussi face à un dévoilement. Donc, puis on a un épisode aussi qui parle de ça. Donc, je vous invite à aller l'écouter. C'est ça, on parlait des réactions des proches. On a un épisode, comme Vanessa le mentionnait, là, sur les réactions, plus comment accueillir et tout. Mais comment on fait pour se reconstruire soi-même? Ben en fait, c'est sûr qu'une des premières choses, ça peut être d'avoir sa propre intimité à soi. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Mais la masturbation, c'est non seulement pour les personnes qui ont vécu ou pas un abus sexuel, c'est une façon tellement de se connaître, d'apprendre à apprécier son corps, de savoir qu'est-ce que j'aime, ce que j'aime moins, la rapidité des touchers, la sorte de toucher, la pression au niveau du toucher. Puis là, je parle de la masturbation, hein, donc là, on visualise davantage les organes génitaux. Mais dans la masturbation, c'est un espace à soi, de soi, mais dans lequel on peut explorer l'ensemble de son corps. Dans le fond, c'est un espace de sensorialité. C'est un espace où on peut aller dans des zones érogènes. Ça peut être la nuque, ça peut être les mamelons, ça peut être la zone anale, les cuisses. Donc, vraiment, de se laisser aller, porter par ce qui nous tente à ce moment-là. Et si c'est trop frontal, par exemple, d'aller explorer ses organes génitaux, d'aller caresser ses organes génitaux, son clitoris, ses grandes lèvres, bien à ce moment-là, ça va être d'aller vers d'autres zones qui sont peut-être moins... qui ramènent peut-être moins vers des souvenirs ou de la douleur. Ça peut aussi... Même... Puis, si pour ça, c'est déjà aussi trop... c'est difficile pour la personne, renouer avec le reste de son corps, tu sais, prendre sa douche, prendre son bain, prendre le temps de se laver, prendre le temps de se crémer, de se mettre de l'huile, tu sais, reconnecter avec les sensations corporelles autres que seulement génitales. Donc, ça peut être une prémisse. Sinon, pour certaines personnes, même ça va être plus difficile pour commencer. Donc, est-ce que je prends soin de mon visage? Est-ce que d'être dans des soins de la peau, d'être dans des soins tactiles qui sont peut-être moins intrusifs que d'aller vers la masturbation.
Mais si la personne, elle est confortable par la suite avec la masturbation, ben là, c'est de laisser cours aussi à son imaginaire. Donc, puis on peut se masturber avec un imaginaire érotique tout en étant aussi seulement laisser l'imaginaire érotique nous envahir, nous être dans une immersion de notre érotisme, de nos fantasmes, de notre imaginaire, sans se caresser non plus et laisser monter le désir. Donc, si se toucher est aussi synonyme peut-être de flashbacks qui reviennent, bien, ça peut être simplement d'aller lire une lecture érotique. Ça peut être de consulter de la pornographie peut-être féministe, d'aller voir des images, des choses qui nous font du bien, des choses qui augmentent notre désir, des choses qui augmentent notre goût d'explorer. Donc, puis ben justement, un super livre, Le Petit Manifeste de la masturbation féminine, vraiment, je le recommande à tout le monde, tout public, parce que ça a été encore très tabou il y a très peu de temps. Puis, ben, les autrices, Roxane Godet-Loiseau et Mélanie Guénette-Robert, qui est une sexologue, font vraiment le tour de façon magnifique de la masturbation comme étant un acte de bienveillance envers soi-même. Donc, c'est vraiment très positif. Ça y va tout en douceur. Ça donne, oui, des trucs, des outils, mais ça fait aussi le tour sur l'historique du tabou en lien avec la masturbation, avec les organes génitaux des femmes, le clitoris, qui a été... Tout le monde s'est dessiné un pénis, mais très peu un clitoris. On commence tranquillement à voir le visuel, à en entendre parler, mais il y a de cela une quinzaine, une vingtaine d'années, c'était encore très méconnu. Donc, bref... Là-dedans, ça dresse aussi un portrait de l'histoire, puis aussi, c'est ça, ça permet de mieux comprendre un peu tout ce qui a entouré les tabous au niveau de la sexualité chez les femmes. Alors, vraiment très, très, très pertinent. Puis justement, il y a un chapitre à l'intérieur qui parle des bienfaits de la masturbation. Donc, parce que la masturbation, oui, ça aide à reconnecter avec son corps, mais ça diminue le stress. Ça favorise le sommeil, ça peut diminuer la douleur, de maux de tête, de crampes menstruelles. Ça permet d'avoir une image plus positive de son corps aussi. Ça permet aussi de mieux guider le partenaire par la suite dans ce qu'on aime puis ce qu'on n'aime pas. Donc, bref, c'est vraiment un ouvrage super intéressant. Puis, ça peut être une belle façon de reconnecter, de se reconstruire à son rythme. Au niveau de la sexualité. Mais bien entendu, si c'est trop frontal, si ça ramène des souvenirs, ben c'est d'aller explorer d'autres formes d'érotisme dans un endroit qui est sécuritaire. Donc voilà. Évidemment, ben il y a les jouets sexuels qui peuvent être utilisés. Donc bref, c'est de découvrir ce qu'on aime. Puis il y a des choses des fois qu'on peut aimer dans certains contextes, puis qu'on peut ne pas aimer dans d'autres contextes. Oui. Donc il n'y a rien de linéaire. C'est pour ça qu'on nommait tantôt la sexualité, c'est une redéfinition toujours en soi. Absolument. De facteurs internes, mais de facteurs externes aussi. Donc, on ne peut pas être dans un chemin linéaire comme ça tout le temps. Il faut apprendre à s'accueillir dans sa diversité, dans sa pluralité. Oui. Donc, voilà. Et puis, ben, un élément aussi que je voulais mentionner quand même, parce que quand l'excitation sexuelle est à son comble, puis que l'orgasme se produit, certaines personnes vont avoir des flashbacks parce qu'ils vont avoir vécu un orgasme lors de l'agression sexuelle. Ouais. Et ça, c'est important de faire vraiment la nuance entre les réactions, la différence entre l'orgasme, M-E, et l'orgaste, T-E. Ouais. L'orgaste, qu'est-ce que c'est? Bien, ce sont des réactions physiologiques du corps suite à un stimuli, à un contact. Donc, le corps va réagir et puis, indépendamment qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, quand on est dans une agression sexuelle, évidemment, notre cœur, notre tête ne veut pas, mais notre corps peut réagir. Notre corps peut ressentir une augmentation de l'énergie, une augmentation de l'excitation, mais c'est pas une excitation sexuelle voulue. Et c'est une excitation sexuelle qui va amener aussi beaucoup de souffrance chez la victime parce qu'elle se dit « mais pourtant, mon corps a réagi ». Ouais. Mon corps m'a envoyé des signaux
mais je ne les voulais pas, ces signaux-là. Alors, on peut devenir très mélangé entre ce que mon corps a vécu comme orgaste, et c'est pour ça que c'est important de le préciser, versus un orgasme. Et pourquoi c'est important de le préciser aussi, c'est que parfois, l'auteur des agressions sexuelles, l'agresseur, peut venir mettre de l'emphase là-dessus. Oui. Tu vois, ton corps réagit. Tu as de la lubrification vaginale. Ton pénis est en érection. Il y a éjaculation. Tu vois, tes mamelons sont durcis. Donc, va utiliser des indicateurs physiques en laissant croire à la victime qu'elle était consentante parce que son corps a des réactions. C'est beaucoup de confusion, tout ça. C'est énormément de confusion. Donc, lorsqu'on arrive, admettons, à se sentir suffisamment confortable pour se masturber, ben ça se peut des fois que ce souvenir-là remonte. Hein? Mm-hmm. Et là, c'est d'être dans le lâcher-prise, hein? Et puis de voir entre ce n'est pas ce souvenir-là, je suis bien, je suis seule avec moi-même, j'ai le droit de vivre un orgasme et ce que j'ai vécu antérieurement n'était pas un orgasme, était une réaction physiologique. Au même titre que si je touche ma tasse et qu'elle est chaude, mon corps va m'envoyer un signal qu'elle est chaude parce que mon corps est muni de récepteurs. Oui. Donc, c'est important de bien différencier les deux pour pas se juger de ce qui s'est produit pendant l'agression et aussi pour s'accueillir dans les sensations physiologiques parce que l'orgasme, c'est la personne, elle a non seulement les réactions physiologiques, mais elle a envie, elle a le goût, elle est exaltée. Oui. Donc, ça, c'est important. Puis je trouve que c'est intéressant aussi qu'il y ait vraiment deux mots. Je pense qu'avant d'être à Viol Secours, je savais pas qu'il existait orgaste comme mot. Puis on entend souvent dans mon bureau, là, les femmes vont dire j'ai eu un orgasme, mais je trouve que c'est tellement important de tasser et d'avoir un mot pour cette réaction-là. Ça enlève justement toute cette confusion-là par rapport à la réaction qu'on a eue. Ouais. Que, puis la honte qui peut nous habiter absolument. aussi par après parce que c'est très, très honteux là, quand les femmes nous en parlent puis tout ça. Là. Quand elles décident aussi de nous en parler parce que des fois, il y en a qui vont pas aller jusque-là. Là. Puis ça, je pense que c'est intéressant comme intervenant de l'amener comme connaissance. Oui. De dire, j'entends parfois, quand je suis en rencontre individuelle, des personnes qui abordent cet élément-là, cette conséquence-là. C'est pas tout le monde qui est à l'aise d'en parler, mais je te le nomme pour que tu saches que ça existe. Que si tu veux en parler ou que si c'est ta réalité, la porte, elle est ouverte, mais j'aime mieux le nommer pour entrouvrir cette brèche-là et que la personne, après, elle décide si elle en parle ou pas. Puis ça se peut aussi qu'elle n'ait pas vécu d'orgaste. Absolument. Oui. Mais au moins, on a ouvert cette brèche-là et cette connaissance-là et la personne peut repartir vraiment avec un poids en moins et faire comme, OK, ce que j'ai vécu, j'en ai jamais parlé parce que c'était honteux, mais finalement, je ne suis pas la seule et c'est une réaction qui peut être vécue par plusieurs autres personnes. Oui. Donc, je pense que comme professionnel, c'est bien de parler de cette réalité-là parce que c'est pas quelque chose que les gens vont d'office parler. Ils vont parler de plusieurs conséquences physiques ou psychologiques, mais pas celle-là. Et quand on veut reconnecter avec la sexualité, je pense que de leur offrir la possibilité, cette connaissance-là, ce savoir-là, peut permettre de normaliser et de venir valider ce qu'elles ont vécu. Puis de tranquillement laisser le poids de la honte se déposer derrière elles. Donc voilà. Je vois que t'as d'autres petits trucs aussi. Je sais pas si tu veux... Bien, en fait, c'est des livres que je crois que vous utilisez là aussi à Viol Secours, mais c'était le petit guide pour une sexualité féministe et épanouie. Donc, vraiment, c'est destiné à toutes les filles, toutes les personnes qui veulent s'informer sur la sexualité. Donc, vraiment intéressant. Puis, ça dresse un beau portrait aussi de à quel point les dictats de la société, les stéréotypes, les mythes, les préjugés... Notre grande normalité. Notre grande normalité. Oui, c'est ça. Alors, et beaucoup aussi de témoignages. Énormément de témoignages. Donc, c'est un ouvrage français, contrairement à celui-là, dont c'est 2 Québécoises qui sont les autrices. Mais quand même, c'est vraiment intéressant. D'avoir accès à ces témoignages-là, puis ça... Puis je vois aussi qu'il a l'air d'être imagé, là, fait que c'est... ça rend la chose plus intéressante des fois, ou...
Oui, puis ça décomplexifie vraiment beaucoup d'éléments, là. Je pourrais pas faire le tour de de l'ensemble de la table des matières, mais vraiment, moi, je l'utilise, puis je la note, puis j'ai des petits post-it. Oui, on voit aussi dans l'autre, j'ai vu qu'il y avait des petits post-it, ça me semble bien intéressant. Oui. L'autre, en fait, c'est corps à corps, guide de sexualité positive. Encore une fois, super pertinent. C'est un collectif, je crois aussi. Ça, ce sont des... Ça, je sais pas si c'est... Ouais, ben si c'est un collectif... Ah non, c'est français aussi. Donc, je voulais voir si c'était plus québécois ou français. Je crois que c'est français. Il me semble que c'est français. Oui, hein, il me semble aussi. Mais là, par cœur, donc voilà, très intéressant aussi comme ouvrage, corps à corps, hein, être en accord. Oui. C'est le jeu de beau mots. jeu de mots, oui. Alors, voilà. Puis, peut-être pour un dernier élément que je veux quand même soulever au niveau du partenaire, des partenaires, d'être aussi à l'écoute. Tu sais, on parlait tantôt des 4 étapes du processus émotionnel, hein, être à l'écoute de ses sensations physiques, physiologiques. Ben le partenaire a aussi ce rôle-là à jouer. Hein. Une relation, c'est quelque chose, c'est un échange, c'est quelque chose qui se vit à 2 ou peut-être à plus ou seul. Là. Mais l'idée, c'est d'être à l'écoute, d'être au diapason de l'autre et d'être sensible dans le non-verbal que l'autre nous envoie aussi. Là. Donc, est-ce que la personne, elle est figée? Hein, est-ce qu'elle ne bouge pas? Est-ce qu'elle a l'air justement d'être dans un état de dissociation, de sidération, où elle est partie prenante, son souffle, le regard, le sourire, les petites pas de doigts ici, le corps, on le voit, tu sais, le consentement, enthousiasme, je cherchais les synonymes, ben c'est être passionné, exalté, c'est être frénétique, c'est ça, enthousiasme. Quand on va regarder, là, ben c'est ça aussi qu'il faut voir. Alors oui, mettre ses limites, les dire verbalement, les nommer, mais aussi, ça se peut dans un contexte où la personne a vécu des violences sexuelles antérieurement, qu'elle soit figée ou tétanisée, puis qu'elle n'ose pas le dire. Donc, c'est vraiment bien d'être dans une lecture commune, toujours, hein, dans une discussion, dans une intimité, pas nécessairement toujours avec des mots. Oui, il peut y avoir des mots, bien entendu, mais aussi d'être sensible à la lecture non verbale. Et l'observation est très, très importante. Très importante. Puis on l'a souvent utilisé en prévention. Un enfant de 1 an et demi ne parlera pas, mais on va être capable de savoir par son non-verbal s'il est bien ou pas bien, s'il est confortable ou inconfortable, parce que son corps va émettre des signaux. Donc, on va savoir s'il est bien, si les besoins sont satisfaits et les besoins sont insatisfaits. Donc, si on est capable de faire ça avec un petit être qui vient de naître, ben c'est comme ça un peu dans le savoir-être ensemble et collectif, c'est d'être dans une lecture du non-verbal aussi, de l'autre personne dans comment il est. Puis on peut le redemander, es-tu bien, es-tu confortable, aimes-tu ça? Donc oui, verbalement, mais aussi d'être à l'affût de comment l'autre bouge, comment l'autre respire, le regard, tout ça. Parce que des fois, on n'a pas de mots non plus. Des fois, on n'est pas en mesure de mettre un mot sur qu'est-ce qui se passe, mais tout mon corps dit ça fonctionne pas, fait que c'est bon pour soi, c'est bon pour l'autre. On revalide en tout temps. Même si revalider, c'est bien de revalider. Oui. Tout à fait. Fait qu'on repart d'ici, en fait, avec, j'ai l'impression, plein d'outils. Une super belle conversation qu'on va pouvoir pousser à la lecture si on le souhaite. Merci, Sophie, pour la discussion. Ça me fait plaisir. Merci. Ça aussi.